Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est réalisateur. Un réalisateur qui arrive à un moment de sa vie où la Cinémathèque française lui consacre une rétrospective et où son prochain film prend la forme d'un autoportrait. Enraciné dans l'enfance, la maison familiale, les livres de ses parents et les souvenirs à jouer dans le jardin avec son frère. Ce moment où le cinéma ne semble plus tourner vers l'avenir, mais vers le passé. Ou plutôt ce moment où le cinéma ne semble plus appartenir au temps tel qu'on en fait l'expérience tous les jours, avec ses emplois du temps, ses rendez-vous et ses retards, mais semble hors du temps. Boîte capable de ressusciter nos spectres et d'en créer de nouveaux. Hors du temps, c'est justement le titre de son film qui sort en salle mercredi prochain. Bonjour Olivier Assayas. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Vous avez appelé votre film Hors du temps, en référence, je le précise, mais on va y revenir, au confinement, au printemps 2020. Période extraordinaire, j'entends dans le sens hors de l'ordinaire, une parenthèse. Mais est-ce qu'il n'y avait que ça ? Que ce rapport avec le confinement pour appeler votre film Hors du temps? Non, disons que moi le confinement était l'élément déclencheur. C'est-à-dire que j'ai été obligé de me confiner, comme tout le monde. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison de famille qui a pas tellement bougé depuis mon enfance et où j'ai grandi, et donc je me suis replié sur ce lieu sans me douter que j'allais en être otage pendant plusieurs mois, et que j'allais me retrouver à revivre, parce que mon frère était là aussi, à revivre mon enfance, qui était une enfance, je dirais, en huis clos à la campagne. J'ai vraiment grandi à la campagne. J'allais à l'école communale du bled à côté. Il y avait 30 élèves total dans toute l'école. Évidemment, je suis parti dès que j'ai été majeur, ou dès que j'ai fini mes études en réalité. Et j'y ai plus jamais véritablement vécu. Donc, d'une certaine façon, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui a déclenché l'écriture de Hors du temps, c'est tout d'un coup de me retrouver plongé dans le monde de mon enfance, alors qu'au fond, mon enfance est bien loin de moi. Est-ce que c'est pas la pire expérience qui soit de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu, ou au contraire, il y a quelque chose de l'ordre de l'éternel retour. Disons que moi j'ai changé, le lieu a changé. Alors est-ce qu'il a changé dans le sens où là où il était habité par le souvenir, le présent, ce que vous voudrez, aujourd'hui il est habité par des fantômes. Moi je veux dire, quand je tourne dans la maison qui est la maison de mon enfance, au fond j'y vois, je cohabite avec le fantôme de mon père, avec le fantôme de ma mère, avec le fantôme des comme disent les Anglais, de Ghosts of, enfin c'est Dickens, The Ghosts of Christmas Past. Donc je vis à la fois dans quelque chose, dans un lieu qui n'est plus tout à fait le même. Je suis moi-même quelqu'un d'autre, mais enfin néanmoins les esprits sont présents, et je crois que cet invisible là de ces esprits là finit par être le sujet du film. C'est là où il y a du hors du temps, c'est-à-dire que c'est pas un passé que vous revivez de la même manière que dans l'enfance. Vous n'avez plus 8 ans, vous ne prenez plus, enfin vous mangez sûrement des tartines le matin, mais voilà, vous n'allez plus à l'école, donc c'est pas vraiment revivre le passé, c'est pas non plus le présent. Alors c'est quoi ? Disons que c'est ce qu'on a tous vécu pendant le confinement. Le monde s'est arrêté. Le monde est mais tout le monde n'a pas eu la chance de revenir dans sa maison d'enfance. La chance ou le... Non, bien sûr, mais bien sûr. Le problème. Mais tout le monde a eu à un moment donné la possibilité la contrainte de ne rien faire ou de faire relativement peu de choses, et éventuellement de se poser des questions sur ce dont on a envie, où on en est. Enfin, ça a été un moment où tout le monde s'est posé la question, encore une fois, j'ai envie de dire, de l'équilibre de la société, du fonctionnement de sa société et de la place de chacun dans la société. C'est-à-dire des choses qui allaient de soi, sur lesquelles on fonctionnait en roue libre, sans trop s'interroger, tout d'un coup devenaient des sujets de réflexion. Déjà, comment est-ce que dans le futur on va faire pour ce qui me concerne, comment dans le futur on va faire des films, comment ça marche. Mais on parlait d'ailleurs du monde d'après. On pensait que ça allait faire vraiment une rupture. On pensait que le monde allait changer. Ouais. On pensait qu'il y avait la possibilité que le monde change éventuellement pour le mieux.
Or, il se trouve qu'il n'a pas vraiment changé, et en tout cas pas pour le mieux, quoi. Donc, Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que votre film sort là en juin 2024. Le confinement, c'était il y a 4 ans. Ça a beaucoup occupé les esprits. Il y a eu des productions culturelles. Reparler du confinement aujourd'hui pour se rendre compte que rien n'a changé, est-ce que c'est pas aussi l'expérience de la déception? Disons que, encore une fois, je parle pas que du confinement, c'est le confinement produit chez moi une sorte de réflexion, de réminiscence, etc., qui a à voir avec mon propre passé, ma propre histoire et mon propre travail, d'une certaine façon. C'est un film qui parle des rapports entre frères, c'est un film qui parle de l'écoulement du temps, et qui par ailleurs est une comédie, parce que quand on parle, j'ai toujours pensé qu'au cinéma, quand on traitait de sujets graves, il valait mieux le faire avec de l'autodérision si on n'avait pas envie d'être ridicule, quoi. Je veux dire, donc il y a un moment donné où j'ai l'impression que je m'épargne pas dans la façon dont je me représente, et j'ai toujours été, même si encore une fois la dimension intime du film, c'est ce dont on se parlait. Mais enfin, pour moi, si je voulais raconter ça, je ne pouvais le faire qu'à travers le registre de la comédie, avec des acteurs qui improvisent, qui s'approprient et qui en font ressortir tout le pathétique, j'ai envie de dire, ou le dérisoire, qui quand même définissent aussi la façon dont certains d'entre nous, moi en particulier, très parano, très on va parler de vos névroses. etc. Oui, et très névrosé aussi, etc. Heureusement, j'en suis conscient et j'essaye de le gérer de mon mieux. Hein, c'est pas la question. On va tout de suite écouter, Olivier Assayas, la bande-annonce de votre film Hors du temps. On va comprendre donc ce rapport au confinement, mais effectivement cette dimension comique de votre film. C'est beau ce silence. D'habitude, il y a toujours des avions, des voitures dans le lointain. Là, rien. C'est quand même une situation assez étrange d'être confiné là où on a grandi. C'est quoi? C'est mes chaussettes. L'été arrive et t'as besoin de chaussettes? Tout à fait. Trop de souvenirs, trop de passé. Que vous partagez avec votre frère. Oui. C'est marrant, avec Paul, vous avez l'impression d'être ensemble depuis toujours. Je te dérange une seconde, pardon, excuse-moi. Oui. Tu veux des choux raves? Non, ça va. T'as eu le temps de passer à la boulangerie? Je suis pas psychologiquement prêt pour la boulangerie. C'est ce qui me semblait. Je me suis dit que c'était un peu dur quand même, la boulangerie d'un coup. Essaye d'être patient avec ton frère. L'autre jour, tu as passé toutes les poignées de porte à l'eau de Javel, diluées. Mais je suis patient. Tu prends sur toi. J'en ai marre de subir tes angoisses. Merde! L'enfance passée à la campagne, Ras-le-bol! ça crée des liens. Toute une vie vécue indépendamment, tu ne penses pas que ça fait de vous aussi un peu des étrangers? Bon, hier soir, Carole et moi, on a dû mettre des boules qui est. Hier soir, on a regardé un film muet. Je sais pas, c'est que la musique était trop forte. La bande-annonce de votre film, Olivier Assayas, Hors du temps, qui sort mercredi prochain dans les salles le 19 juin avec Vincent Macaigne, Nora Hamzaoui, Micha Lescaut et Nine Durso. Vincent Macaigne interprète Paul, réalisateur. C'est Micha Lescaut qui interprète son frère Étienne, journaliste musical. Paul, Étienne, c'est vous, Olivier Assayas, et Étienne, c'est votre frère, Mishka Assayas, qui n'est pas sur France Culture, mais sur France Inter. Et d'ailleurs, on a l'occasion de voir dans votre film des très beaux micros France Inter. Et effectivement, le fait que des techniciens livraient des micros aux producteurs durant le confinement. On peut le dire, c'est véritablement vous deux. Oui, bien sûr, c'est nous deux, c'est mon frère et moi, mais c'est aussi Michel Lescaut et Vincent Macaigne. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où autant on peut s'intéresser à la question de l'autobiographie et la façon de restituer l'autobiographie à travers le cinéma. La réalité, c'est qu'on n'y arrive jamais complètement, parce qu'à un moment donné, pour que le film fonctionne, il faut que les acteurs se l'approprient. Donc Vincent Macaigne
s'amuse à m'imiter. Dans la voix, notamment. Il est devenu très bon. Il a fait ça aussi dans la série Irma Vep qu'on a fait ensemble, où il jouait le rôle d'un réalisateur. Et bon, il n'est pas allé chercher très loin. Hein. Il s'est inspiré de vous? Il s'est directement inspiré de moi. Et donc, il est devenu un assez bon imitateur de mes tics de langage, de mes intonations, et tout, etc. Et donc, il s'est servi de ça, bien sûr, dans Hors du temps, dans le prolongement de notre travail sur Irma Vep. Michel Esco est différent de mon frère, Mishka. Oui, c'est dur. Mishka, voilà. Il ne faut pas se tromper. Et il a dû l'écouter, il est à la radio 1 ou 2 fois, etc. Mais il n'a pas cherché à l'imiter. Et il est relativement différent de lui. Mais au fond, c'est ce qui me permettait aussi de donner une sorte d'universalité au film, parce que ça devient, j'espère, quelque chose qui n'est pas juste l'histoire de Mishka et moi pendant le confinement, mais quelque chose qui raconte l'histoire de 2 frères parmi beaucoup d'autres qui essayent à la fois de partager une expérience qui, quand même, une expérience hors norme. On a vécu un moment, moi j'appelle ça hors du temps, mais enfin, on pourrait aussi bien dire qu'on a vécu un moment historique. Il n'y en a pas tant que ça. Et la question pour moi, elle était de savoir, est-ce que je suis capable, ou est-ce que le cinéma est capable de saisir au vol quelque chose d'aussi fugitif, mais néanmoins qui nous a tous marqués, que le confinement, que la période du Covid, où il y avait à la fois cette immense liberté, ce grand espoir, et cette peur, qui est la peur de la mort, et cette empathie vis-à-vis de gens qui vivaient ce confinement dans des circonstances abominables. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous le fassiez, Olivier Assayas, de votre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de l'intimité. D'ailleurs, quand on a des nouvelles du monde, c'est à travers la voix de Vincent Macaigne, de son personnage, Paul, où il dit « J'ai vu que pour le carton, il fallait attendre 4 heures. Je l'ai vu sur le site de la RTBF. Ça sort quand on fait Google. Voilà. » Donc, on voit bien aussi que Le Monde, c'est pas un film sur le confinement. C'est pas un film historique en ce sens-là. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime et du bouleversement qu'un événement historique peut créer en nous-mêmes. Alors que ça, en fait, finalement, cette manière de revivre l'enfance, elle aurait pu vous arriver si vous aviez dû être dans cette maison pour d'autres raisons, tout un été, par exemple. Oui, mais c'est pas la même chose d'en être otage. Voilà. On est devenus otages des lieux, hein, les uns et les autres. Faire le choix de passer du temps avec son frère, ou avec qui que ce soit d'autre, c'est pas exactement la même chose que d'être assigné à résidence et d'être contraint de revivre des choses. Est-ce que réellement moi j'avais envie de revivre mon enfance, ou est-ce que j'avais envie de m'interroger, etc. Personne m'a posé la question. Ça a eu lieu, et la question c'était de savoir qu'est-ce que j'allais faire moi de ce a eu lieu, quoi. Et c'est hors du temps d'ailleurs, Olivier Assayas, et on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc cette notion-là aussi d'inconnu est importante. Oui, alors c'est pour moi essentiel, c'est-à-dire que moi j'ai écrit ce film pendant le confinement, c'est-à-dire à la fin, ou à la toute fin du confinement. Moi j'étais pas prêt pour être déconfiné. Quand il y a eu le déconfinement, finalement vous l'avez bien aimé, c'est ça, alors que votre frère non. Disons que j'ai vécu avec une grande intensité et un grand plaisir le printemps du confinement, qui était magnifique. La nature était sublime, et c'était la première fois, je pense, depuis mon adolescence, que je vivais un printemps à la campagne, et où je voyais les fleurs éclore, le lilas pousser, puis se faner. Disons que j'ai regardé le monde d'une manière différente, et j'étais assez heureux de ça. Oui, bien sûr, absolument. Mais quand j'ai commencé à écrire, c'était aussi pour m'interroger sur ce qui
m'était arrivé, sur la façon dont je l'avais vécu. Et donc, j'ai commencé à écrire sans savoir que ça allait être un film. Ça aurait aussi pu être un texte bref, ou Dieu sait quoi, ou rien du tout. Ou juste des notes pour vous, rien du en tout. fait. Rien du tout. Et en fait, je me suis rendu compte en écrivant que je pouvais faire quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout, enfin qui s'est constitué pendant l'écriture, c'est-à-dire faire dialoguer à la fois un monde de fiction, humoristique, de comédie, de vaudeville même parfois, et simultanément, mais une voix qui est la mienne, hein, je suis le narrateur du film, et je raconte de façon très véridique mon rapport à cette maison, mon rapport à l'adolescence, comment ça s'est passé, mon rapport avec mon père, mes parents, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a sur le film constamment, dans le film, ces deux registres qui sont celui d'une voix off, d'un narrateur qui est là pour le coup littéralement moi, et en même temps dans ces lieux dont on comprend de quoi ils sont chargés a lieu un film, a lieu une comédie, mais ça n'a du sens que parce que les deux circulent. Il y a les de part et d'autre. Mais ça c'est intéressant, qu'est-ce que vous a apporté? Il y a l'écriture, mais une fois que vous décidez d'en faire un film, qu'est-ce que ça change de le filmer? C'est-à-dire que du matériau autobiographique dont il reste votre voix dans le film, Olivier Assayas, qu'est-ce que ça apporte la caméra? Eh bien, ça apporte Et puis de se dire qu'on va le présenter au public en plus. Ça apporte une forme de réponse à la question que je vous posais, c'est-à-dire d'abord quoi faire de ce qui nous est de ce qui nous est arrivé. Et encore une fois, d'essayer à ma manière de répondre à la question de est-ce que le cinéma est capable de saisir l'histoire au vol. Après, je dis pas que j'ai réussi, je dis pas que j'ai raté, je n'en sais rien, c'est pas à moi d'en juger, mais au fond, il y a un travail qui pour moi d'une certaine façon expérimentale. Mais presque de l'ordre de la preuve ou du documentaire? C'est-à-dire, je prends comme exemple dans le film une problématique que définit David Hockney. J'ai la plus grande admiration pour l'artiste David Hockney, et au fond, il parle de quelque chose que j'ignorais, qui est la façon dont Claude Monet est allé peindre la Seine gelée, l'hiver de je ne sais plus quelle année. Donc au pied de sa maison, il a pris son chevalet et il est descendu au bord de la Seine et il a filmé les blocs de glace. C'était la première fois où la Seine trimballait des blocs de glace. Et donc quand on voit ces tableaux, c'est assez extraordinaire parce que il n'y a pas de photo, je connais pas de photo, mais enfin en tout cas la peinture, Claude Monet s'est posé le problème de documenter quelque chose qui lui était arrivé. Et ça m'a servi de modèle. Je me suis dit, est-ce que je suis capable, moi, ou est-ce que le cinéma en général peut documenter au temps présent les événements qui nous sont arrivés? Alors, il y a un délai. C'est-à-dire que j'ai écrit pendant la période du confinement, mais du fait que j'ai tourné une série en 8 parties, donc littéralement un film de 8 heures en 30 donc Irma Vep, qui est sorti en 2022. Voilà, j'ai dû attendre de l'écrire, de le tourner, de le monter, de le sortir, pour pouvoir enfin faire... pour un budget extrêmement réduit, vous imaginez bien, ce film à la première personne qui me ramène, j'ai envie de dire, les deux pieds sur terre. C'est-à-dire que quand je fais Irma Vep version HBO, version 8 heures, ça coûte 40 millions de dollars. Et je travaille avec une équipe de 120 personnes ou quelque chose de 30 entre là. Et il y avait un nombre de jours de tournage assez extravagant. Donc, quand je sors de ça, j'ai envie de faire quelque chose d'intime et de revenir, j'ai envie de resserrer. De resserrer et de faire quelque chose qui est à la fois universel et intime, mais qui, d'une certaine façon, me sort un tout petit peu du côté écrasant du projet
de l'ambition du projet dont je sors. Vous avez cité Olivier Assayas, David Hockney, le personnage de Paul dans Hors du temps. Donc vous-même le cite énormément, ça devient une running joke, puisqu'il le cite tout le temps et sa compagne, interprétée par Nine Urso, lui dit ça suffit. Ouais, ça suffit, on n'en peut plus. Et ben nous, on va l'écouter. Si on regarde le monde est très beau, très très beau. Mais véritablement, il faut regarder. Vraiment. On ne peut pas faire du jogging en même temps. Mais les gens ne regardent pas véritablement. Véritablement, regardez. Regardez un arbre. Regardez ses formes, ses branches. Il faut continuer à regarder. Et si vous regardez, vous allez toujours faire quelque chose de différent. Il faut continuer de regarder la nature, pas simplement les tableaux. Il faut regarder la nature elle-même. Et c'est ce que j'ai fait. La voix du peintre David Hockney, chanceux, installé en Normandie depuis 2019. C'était dans l'émission L'Heure Bleue sur France Inter en 2021. Alors, je l'ai dit, Olivier Assayas, il est abondamment cité dans votre film, David Hockney. Et vous, en voix off, posez clairement cette question. Est-ce que le cinéma est capable de filmer autrement la nature? Est-ce que le cinéma a perdu ce rapport-là à la nature? Et est-ce que vous pensez justement avec ce film autrement, dans d'autres conditions que votre série Irma Vep, vous a permis en fait d'envisager une autre manière de faire du cinéma? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de faire autrement du cinéma? Qu'est-ce que ça voudrait dire? D'abord, c'est d'autres manières de raconter, d'autres perspectives, d'autres points de vue, d'autres durées, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, 3 ans plus tard, ou 3 ans après la pandémie, la situation n'est pas encore stabilisée. Il me semble qu'on vit depuis déjà plusieurs années, peut-être une décennie, une transformation profonde de ce que peut être le cinéma, de ce que doit être le cinéma et la façon dont on le regarde ou on le consomme. Moi, j'ai commencé à faire des films, j'ai commencé à écrire sur le cinéma, faire des films, en écrire ce que vous voudrez, dans un monde qui était bien différent et dont les limites étaient beaucoup plus balisées. Aujourd'hui, il n'y a plus de balises. Les balises ont volé en éclats et on ne sait pas encore exactement comment on va tout à fait retomber sur nos pieds. On fait des films, on fait des très bons films, c'est pas la question, etc. Mais aujourd'hui, la façon dont ces films sont montrés, distribués, diffusés, ou ce qui est possible ou pas impossible, a changé. En profondeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous qui ne connaissons pas le monde ou l'industrie du cinéma, qu'est-ce qui a changé? C'est devenu... il y a plus d'argent, c'est les plateformes? D'abord, oui. Ce qui a changé, c'est essentiellement les plateformes. Les plateformes ont... Mais le mécénat, disons que les modes de financement du cinéma ont changé, mais ça a été changé de fait par l'avènement des plateformes. Et parce que il y avait des interdits, comme par exemple la durée. C'était très difficile de faire un film au-delà de 2 heures. Dès qu'un film faisait au-delà de 2 heures, ça posait un problème. Moi, je me suis retrouvé depuis quelques années à faire Carlos, 5h30, ou Irma Vep, 8 heures. Et pour moi, encore une fois, c'est sémantique. On dit série, mais enfin en réalité, vous le considérez comme un film de 8 heures, par exemple. Je le tourne exactement de la même manière qu'un film de 8 heures, avec les mêmes collaborateurs, selon les mêmes modalités, selon le même fonctionnement. C'est quand même pas la même narration, non? Oui, mais enfin, on peut aussi bien dire que Balzac publiait par chapitre. Il feuilletonnait déjà. Il feuilletonnait déjà. Enfin, c'est vieux comme la littérature. Dickens faisait ça. Je veux dire, enfin, et bien d'autres. Donc, non, si vous voulez, il y a une différence de fond
à mon sens, c'est quand ce sont ces séries qui n'en finissent plus. C'est-à-dire où il y a saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Ça avec en général une sorte de déclin progressif, dégradation progressive. Mais quand vous faites ce qu'on appelle une mini-série, c'est-à-dire qu'en fait que vous faites un film très long qui est découpé en épisodes, d'abord vous avez plus d'espace, de liberté, j'ai envie de dire, et vous avez accès à un rythme, une durée, une manière de raconter qui est beaucoup plus libre que précédemment. Je dis ça dans le sens où, à partir du moment où il y a un début, un milieu, une fin, qu'il y a des personnages qui, dans le cours du récit, se transforment et dans lesquels on se projette, pour moi, je vois pas la différence entre une série, entre une série et un film. Une série, c'est un film long et avec tous les bénéfices qu'on peut retirer de la durée. Parce qu'avant, on croyait que en la concision. On faisait des films qui faisaient 1h30, qui étaient très intenses et dont on coupait dont la moitié finissait dans le chutier. Les plateformes ont ouvert la porte à de nouvelles durées, à de nouvelles modalités, encore une fois, de narration. Développer des caractères, par exemple, en particulier les épaissir. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est étonnant parce que Olivier Assayas, on entend aussi beaucoup de réalisateurs qui critiquent justement les plateformes parce que la diversité ou les potentialités dont vous parlez sont contrebalancées par une uniformisation des modes si vous voulez, il y a les deux. Il y a les deux. C'est comme souvent. Il faut être rentable, il faut être regardé. Donc il faut correspondre aussi à des codes. Il faut qu'un épisode il dure 30 minutes, 40 minutes ou 50. Il y a aussi là des durées, il faut des personnages un peu casting, il faut se repérer vite, il faut des twists. On parle à tous les publics aussi. Oui. Il y a beaucoup ça. Mais il y a également autre chose. Il y a également des espaces de liberté. Ça, c'est des espaces de contrainte. Ça, c'est ce que j'appelle le cinéma de flux. Ce que vous décrivez, c'est le cinéma, c'est le flux. Ça a toujours existé d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, c'est ce qu'ils font de la télévision. Une série, ça s'appelle aussi de la télévision. Mais simplement, pour avoir une légitimité cinématographique, pour avoir le prestige qui éventuellement leur permet de vendre à des abonnés du flux, il faut aussi qu'ils créent du cinéma. Ce que j'appelle cinéma, c'est au sein de l'audiovisuel, là où il y a de la liberté. Et cette liberté, il la donne à des grands cinéastes, Martin Scorsese, David Fincher, vous pouvez les énumérer tous, ils en ont tous fait. Ils en ont tous fait dans des conditions, encore une fois, de liberté qui sont plus grandes que celles que leur donnent les studios. Moi, j'ai eu le sentiment, quand j'ai fait Irma Vep, qui est encore une fois dans la version longue, qui est encore une fois un film très cher, j'ai été encouragé à aller le plus loin possible, à essayer des trucs, à faire des choses. Pas surveiller ou fliquer. Mais en rien. Absolument pas. Beaucoup moins que dans le cinéma, dans le rapport avec un producteur, un distributeur, qui va vous dire, désolé, votre film fait plus que 1h51, ça va pas le faire, que 1h51, ça va pas le faire, parce qu'on perd une séance. Mais il y avait aussi une autre question que je voulais vous poser par rapport justement à ce que vous dites dans le film en voix off, Olivier Assayas, c'est cette idée de faire autrement des films, c'est pas non plus que sur les conditions de création. Est-ce que vous, Olivier Assayas, on vous consacre une rétrospective, vous faites des films depuis les années 80, dans des formats différents, dans des genres différents. Est-ce que vous êtes encore étonné par ce que vous pouvez faire avec une caméra ? Est-ce que vous êtes surpris ? Mais absolument. Je pense que le cinéma peut être mille choses. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours cru qu'il n'y avait pas de frontière, considéré qu'il n'y avait pas de frontière entre le cinéma expérimental et le cinéma narratif. Je pense que l'un et l'autre dialoguent. On peut raconter le monde avec les moyens de l'imagination la plus débridée, comme on peut le faire à travers les moyens du réalisme le plus rugueux. Si vous voulez, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Je pense que notre
imagination, notre imaginaire, nos fantasmes ne sont pas moins réels que le monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est la seule leçon à retenir au fond c'est une des spécificités du cinéma, de pouvoir être en prise avec l'un ou avec l'autre. Et que donc je pense que l'imagination humaine est sans limite, qu'aujourd'hui on fait des films comme ci, comme ça, il y a les espaces de liberté bougent, changent, se transforment, et tout, etc. Ils seront ailleurs demain. Et la question de la vitalité du cinéma, ou de n'importe quel art d'ailleurs, c'est sa capacité à se réinventer. C'est sa diversité, sa multiplicité et sa façon de ne pas être coincé dans des règles qui n'auront plus de valeur demain, ou dans des modalités qui ont déjà été usées jusqu'à la trame par les prédécesseurs. Aujourd'hui, le cinéma n'est vivant que s'il a une capacité à se réinventer. Et ça vaut ce qui vaut pour le cinéma vaut a fortiori pour les cinéastes et a fortiori pour moi-même. Et alors, même, j'ai légèrement réorienté ma question, Olivier Assayas, en prenant un exemple, quand vous avez filmé votre maison d'enfance, est-ce que la caméra vous a fait apparaître des choses, je ne sais pas comment le dire, des fantômes, des spectres que vous n'aviez pas? C'est-à-dire est-ce que ça fait vraiment apparaître la réalité autrement? Et de ce point de vue-là, est-ce que c'est encore surprenant pour vous, une caméra? Si vous voulez, moi j'ai toujours pensé que le cinéma filmait l'invisible. C'est-à-dire qu'on filme ce qu'on croit filmer et on filme aussi autre chose. Et ça vous apparaît après quand vous regardez au montage? Quand ça m'apparaît au montage, ça apparaît au spectateur, enfin d'une certaine façon. On pense qu'on sait ce qu'on fait, en réalité, on ne sait jamais véritablement ce qu'on fait. Et je crois que uniquement on finit par savoir ce qu'on a fait uniquement à travers le regard du spectateur, d'une certaine façon. Et je ne dis pas ça en fonction de succès ou d'un succès public, je dis à travers un regard étranger. Ce regard étranger regarde le film de la bonne perspective et est capable de me dire ce que j'ai fait. Moi, je suis pas complètement sûr parce que je suis trop dedans. Et dans ce film-ci, a fortiori, c'est un film qui pour moi est hanté. Il est habité par des fantômes, le fantôme de mon père, le fantôme de ma mère, et même le fantôme. Il y a des tableaux dans les coins du cadre qui sont un autoportrait de mon grand-père, qui était un peintre hongrois relativement connu en son temps et en son pays. Un portrait par lui de ma grand-mère que je n'ai jamais connu, ni l'un ni l'autre. Pour le spectateur, c'est indifférent. C'est des tableaux, ça pourrait être n'importe qui ou autre chose. Mais en même temps, il me semble qu'on le sent. Voilà. Et on sent que ces fantômes-là nous regardent. Regardent. Moi, je l'ai quand même vu comme un film, presque une lettre d'amour à votre frère. Il y a quelque chose. Non, si, absolument. Si vous voulez, dans le sens où l'autre jour, pour une émission, on me demandait quels sont vos films préférés sur la question de la fraternité et sur la question de la fraternité. Et je me suis cassé la tête et je me suis dit, mais en fait, tous les films sur lesquels qui sont présentés à mon souvenir étaient des films où au fond des frères se déchiraient, des fratries se déchiraient. C'était toujours, ils se retrouvent ensemble pour s'engueuler, pour se dire des horreurs, pour râler, pour se plaindre de la façon dont a été partagé l'héritage des parents, ou ce que vous voudrez, enfin toutes sortes de mauvais sentiments qu'il n'y a jamais eu entre mon frère et moi. C'est-à-dire, au fond, parce qu'on a vécu ensemble notre enfance, parce qu'on a perdu notre père relativement jeune, il y a toujours eu un rapport extrêmement soudé entre mon frère et moi, et d'une certaine façon, j'ai eu le sentiment que c'était presque la singularité de ce film, même s'il s'engueule ici et là et tout, etc. Il me semble que la spécificité de ce film était d'arriver à saisir quelque chose de ce qui peut y avoir d'émouvant, de touchant, de touchant dans la relation fraternelle, qui est quelque chose que je n'avais au fond jamais raconté, peut-être par pudeur, dans mes films précédents. À la fin de votre film, Olivier Assayas, il est question d'utopie.
On parle du cinéma, de ce que peut encore le cinéma. L'utopie, pour le coup, c'est vraiment un hors-lieu qui n'existe pas. Votre film s'intitule « Hors du temps ». Le cinéma aussi dessine quelque chose d'impossible, ou au contraire, parce que ça dessine cette fraternité entre vous, avec votre frère. C'est plutôt la représentation de ce qui est possible, de ce qui est envisageable, pas une utopie. Le contraire d'une utopie, du coup. Disons que l'utopie, pour moi, elle était présente, elle était extrêmement présente pendant la période du confinement, du point de vue où j'avais l'espoir, le sentiment que on allait sortir différent de cette période, que cette période allait avoir, parce qu'elle nous a tous affectés, et elle nous a tous affectés à la fois selon des modalités singulières et selon des modalités collectives, c'est-à-dire qu'il y a eu un événement collectif. Et de cet événement collectif, je me disais qu'il pourrait y avoir une sorte de table rase qui permettrait de réinventer beaucoup de choses. Et je cite spécifiquement l'an 01 de GB. Il faut avoir ça. Un certain âge pour s'en rappeler, mais enfin néanmoins... Si on voit le film, on comprend. Oui, GB était un dessinateur de Charlie Hebdo qui avait inventé ce slogan « On arrête tout, on recommence et c'est pas triste ». Et j'adorais cette idée-là. Il y a même un film qui en a été tiré. Et je me disais peut-être que le confinement, c'est ça. C'est on arrête tout, on recommence, c'est pas triste. Et le résultat, c'est qu'on arrête tout, on recommence et on fait pareil. Ça, c'était évidemment la déception. La question, sinon, de l'utopie qui peut naître de l'interruption du temps, oui, bien sûr. Elle est irréelle, elle est profondément, c'est-à-dire que ce qui naît de l'immobilité qu'on a aussi vécu, c'est-à-dire qu'il y avait aussi le sentiment d'être paralysé, il y avait le sentiment de ne pas être libre de ses mouvements, donc cette immobilité-là ne produit rien, parce qu'elle nous fait pas avancer, et donc oui, il y avait, enfin l'utopie était vaine, bien sûr. Vous travaillez sur quoi en ce moment, Olivier Assayas ? Eh bien, je vais tourner à l'automne une adaptation d'un roman de Giuliano da Empoli, Le Mage du Kremlin. Ça va être un film lourd. Là, c'est pas le petit budget resserré dans votre maison de campagne. Non, c'est l'inverse de ça, mais d'une certaine façon, et je le fais avec Jude Law, Paul Dano, Alicia Vikander et quelques autres. C'est un film en anglais, c'est une sorte de film américain, c'est une sorte de film international, ouais, avec une production française, Gaumont en l'occurrence. C'est sûr que d'une certaine façon, je me sens d'autant plus, j'en étais pas convaincu, mais disons, bien dans mes baskets, du fait d'avoir fait ce film intime, personnel, important pour moi, avant de me lancer dans une aventure de cette ambition-là. Merci beaucoup Olivier Assayas. Votre film Hors du temps est à découvrir dès mercredi prochain en salle. Je reprécise qu'une rétrospective vous est consacrée à la Cinémathèque française. Elle commence lundi le 17 juin et ce sera jusqu'au 4 juillet. Pour finir, Olivier Assayas, vous avez le choix entre deux chansons pas forcément faciles à écouter pour vous. Je m'explique. Nous avons choisi une chanson de pop italienne que vous détestez et une chanson qui vous fait pleurer. J'admire Franco Battiato et Fabrizio De André, je tiens à le préciser. Alors si jamais ce ne sont pas ceux-là. Donc, chanson pop italienne ou une chanson qui vous fait pleurer? Il y a peu de chansons qui me font pleurer, mais il y en a qui me font pleurer. Je suis pas sûr de ça, de le dire, etc. Mais ça dépend du contexte. Vous les connaissez, celle-ci? Oui, essayons. Allons-y. Le poète en guenille, les rôdeurs et les filles, des chansons d'Aristide Bruant, les héros populaires, les refrains d'avant-guerre sont bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit et l'on se demande aujourd'hui que
Ce sont devenus des fortifications et les petits bistrots des barrières. C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. La chanson des Fortifs de Fresles. On a touché juste. Merci encore à vous, Olivier Assayas. Et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigne, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Nicolas Berger. Prise de son Jean-Guilain Meige. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas. À lundi. À lundi, bon week-end. Géraldine.